C'est l'un des pires dictateurs de l'histoire moderne qui a multiplié les horreurs. Je parle bien entendu de Saddam Hussein. Un personnage que la majorité d'entre vous ne connaissent que de nom. Et croyez-moi, vous allez tomber de haut. Et Saddam, c'est le président déchu du pays devenu l'ennemi juré des États-Unis, qui a finalement été jugé pour crime contre l'humanité avant d'être condamné à mort. Bien, rapprochez-vous mes cartes, je vous parle de quelqu'un qui a caché de nombreux secrets, dont une mystérieuse pièce en plein New York, de camps de concentration ou encore d'utilisation d'armes interdites. Alors, est-ce que dès son enfance, on pouvait avoir des indices qui allaient mener à ce sombre destin? Mais avant de rentrer dans l'enfance et la scolarité de Saddam, eh bien sachez que j'ai lancé une campagne de financement qui s'appelle Noisuli sur une université du rêve. J'ai sorti déjà une vidéo sur Poisson Fécond, si vous ne l'avez pas encore vu, où j'explique pourquoi Poisson Fécond s'appelle Poisson Fécond, une raison que j'ai gardée secrète pendant 12 ans. J'explique pourquoi vous avez vu tous ces personnages depuis plus d'1 an, ainsi que pas mal d'autres secrets. En tout cas, sachez que la campagne est en cours, nous avons déjà explosé les attentes et on espère aller beaucoup plus loin que ça. Je vous ai mis le lien en description pour aller checker la vidéo en question et vous laisser emporter, vous laisser rêver aussi. Allez, très bien, bonne vidéo. Saddam Hussein est né en 1937 dans le village d'Al-Aouja, près de Tikrit. D'ailleurs, je vous préviens, mais tout ce qui concerne son enfance et adolescence, c'est à prendre avec des pincettes, et les versions divergent. Alors, on sait qu'il a grandi sans père, mais après, on ne sait pas s'il est mort ou s'il a abandonné sa famille. En tout cas, sa mère, Saba, s'est remariée avec un autre homme, Ibrahim Al-Hassan, qui malheureusement ne sera pas un beau-père modèle. Très loin de là. On peut dire en fait qu'il avait même plutôt un penchant pour la violence. Et ça, c'est ce que Saddam déclarera plus tard. Mon beau-père était un homme cruel et insensible. Il n'avait aucune pitié pour les enfants. Il me battait souvent et je me sentais souvent seul et abandonné. Cette violence m'a marqué pour la vie. Elle m'a rendu violent et brutal. Et elle m'a également rendu déterminé à réussir et à prendre le contrôle de ma vie. Bon, après, vous voyez, Saddam a reçu une éducation assez basique dans une petite école de son village. Alors, on sait qu'il était plutôt bon élève, mais en parallèle, il était assez turbulent, voire même violent. En tout cas, c'est un enfant très malin, très intelligent, qui apprend à écrire et à lire très tôt et qui se passionne très rapidement pour l'histoire et la littérature. Alors bon, assez vite, au début de son adolescence, Saddam va rejoindre Bagdad. Alors Bagdad, c'est la capitale de l'Irak, qui est peuplée quand même à l'époque par 1 500 000 personnes. Et c'est quand même la 3e ville la plus peuplée du Moyen-Orient, après quand même le Caire et Istanbul. Et c'est quand même à peu près à 150 km de son village natal. Et donc pour lui, c'est une nouvelle vie qui démarre. Là-bas, Bagdad, il va faire des études, mais aussi commencer à travailler à droite à gauche, tout en habitant chez l'un de ses oncles. En tout cas, vous voyez, Saddam, dans sa tête, c'est quelqu'un de très ambitieux, et il veut mettre toutes les chances de son côté. On dit que quand il était ado, Saddam se baladait toujours avec une tige de fer sous sa djellaba. Alors soit pour se battre, soit pour agresser gratuitement des animaux. En tout cas, pour lui, le fait d'être turbulent en classe et compagnie, ça se transforme peu à peu en violence. Et là, le temps passe, et quand il est âgé de 20 ans, Saddam va mettre un pied dans la politique, en rejoignant le parti Baas. Et petit à petit, là-dedans, il deviendra un homme de main important. Et il est quand même déter, puisque rapidement, ce sera un type sur qui on peut compter dans ce parti-là. En même temps, il faut vous dire, Saddam, à cet âge-là, c'était un jeune homme assez narcissique. Il sait ce qu'il veut, et dans le cas présent, pour lui, c'est le pouvoir et avoir un impact sur le monde. Et Baas, en fait, pour vous dire, c'est un parti politique tout jeune qui a été fait il y a à peu près une dizaine d'années chez le pays voisin, la Syrie, juste là, et qui prend de plus en plus de poids au fil des années. Alors au début, c'est un nouveau parti politique plutôt sage, vous voyez, et il s'appuie sur 3 principes: l'unité arabe, le socialisme et la laïcité. Jusqu'ici, ça va. En gros, ça veut dire que pour eux, tous les pays arabes doivent être unifiés en une seule et grande nation, mais aussi que l'État doit intervenir dans l'économie du pays et redistribuer les richesses, et que le parti étant laïque, la religion n'y a pas sa place, quoi. Bref, en tout cas, Saddam continue ses études, car lui, il veut devenir avocat. Mais sauf que bon, il va quand même abandonner la fac à 2 reprises, alors déjà en Irak et ensuite en Égypte, et donc bon, il ira jamais jusqu'au bout. En fait, Saddam, à partir de là, il commence à se mettre des idées dans la tête, c'est que son parti politique renverse le pouvoir, et qu'il prenne alors les rênes du pays. Et il va enchaîner les tentatives de coup d'État. Mais il va se faire arrêter, il va faire de la prison, sauf qu'il va s'évader, il quittera même le pays à plusieurs reprises. Le gars, c'est un fugitif, quoi. Mais rentrons un peu plus dans les détails. Saddam, il va participer à un coup d'État contre le roi d'Irak qu'il va louper. Mais pour vous dire, vraiment, à ce moment-là, en Irak, c'est quand même le bordel. Parce que tout le monde, en fait, veut se foutre sur la tronche et veut essayer de renverser le roi. Et il y en a un qui y parvient, et c'est un certain général Qassem, qui va finir par prendre le contrôle du pays. Lui, Saddam, il se dit, bon nickel, maintenant j'ai plus besoin de renverser le roi, je vais renverser le général Qassem pour prendre moi-même le contrôle du pays. Sauf qu'il va échouer encore. Autant avec le roi c'était passé à peu près, autant le général Qassem, le nouveau boss de l'Irak, lui il a pas trop apprécié que Saddam veuille le renverser. Et donc là, petit secret à vous révéler, mais Saddam il va avoir vraiment le feu au cul. Et il va être obligé de fuir le pays au dos d'un âne. Sauf que pendant sa fuite, il va se prendre une balle dans la cuisse.
qui va être obligé de se retirer lui-même à l'aide d'un couteau et d'une cigarette pour s'anesthésier. Et finalement, pour pouvoir fuir jusqu'en Égypte. Vous voyez quand même, entre l'Irak et l'Égypte, il y a du terrain. Alors c'est une anecdote qui paraît un peu tirée par les cheveux, mais on la retrouve vraiment dans la biographie de Saddam Hussein, écrite par Samir al-Khalil, mais aussi dans le bouquin de Charles Glass. Et justement, ce petit secret, ce n'est que le premier d'une longue liste que je vous raconterai tout au long de la vidéo. Bref, après un exil en Syrie puis au Caire, il revient en Irak. Parce que là, je vous le donne en mille, mais il y a une révolution encore plus globale qui a commencé à péter. Et là, Saddam, il se dit, bingo, il y a vraiment un coup à jouer. Parce que c'est durant cette année-là où le fameux général Qassem, qui avait pris le contrôle de l'Irak, va clamser. Mais les choses se passent vite et en revenant au pays, Saddam, il épouse une cousine éloignée, une certaine Sajidat Alpha, dans le cadre d'un petit mariage arrangé. En tout cas, un an plus tard, Saddam, il a 27 ans. C'est pas encore ce mec-là, il est encore tout jeune, vous voyez. Et dans sa tête, pour lui, il n'y a rien qu'à changer. Il veut toujours renverser le pouvoir. Même si entre-temps, tout s'est un petit peu calmé et le pays est devenu une démocratie. Sauf que lui, Saddam, ça lui fout les boules parce que c'est pas son parti politique, le parti Baas, vous savez, qui dirige le pays. Donc ça va pas. Et donc entre-temps, il va devenir le numéro 1 de son parti révolutionnaire. Et comme il est super ambitieux, il veut avoir du poids. Et ce qui fait qu'il va grimper les échelons de la politique assez rapidement. Et avec un but en tête dans son plan, c'est de prendre la tête des services secrets de l'Irak. Sauf que, je vous le donne en mille, mais ça va pas marcher. Il va être capturé, balancé en tôle et il va y rester pendant plusieurs années. Alors bon, là encore, tout est à prendre avec des pincettes. Certains disent que ça a duré quelques mois, d'autres quelques années. Certains disent qu'il a réussi à s'échapper, d'autres qu'il a été gracié. Bref, en tout cas, le temps passe et à 31 ans, Saddam, il sort de tôle et là, il tente un nouveau coup d'État. Bon, comme d'habitude, il veut prendre le pouvoir, diriger le pays, imposer ses idées. Et cette fois-ci, ça va marcher. Et son cousin, Ahmed Hassan al-Bakr, va devenir le président. Et comme il est quand même sympa, évidemment, il va nommer Saddam Hussein vice-président. Et ça, c'est un poste qu'il va occuper pendant 10 ans. 10 années à faire ce poste-là. Et Saddam est content, mais en même temps, pas complètement, vous voyez, parce que il n'a pas encore les pleins pouvoirs. Il est vice-président, quoi. Mais bon, il va en profiter quand même pour tisser sa toile, se faire des contacts, et il va se créer un réseau d'informateurs qui fait que du coup, ils vont avoir des oreilles et des yeux partout. Et par exemple, il y a des familles irakiennes qui avaient témoigné que dans le doute, elles devaient parfois parler au milieu de leur jardin avec la radio à fond par peur sinon d'être espionnées par Saddam. Faut vraiment imaginer Saddam comme une personnalité assez manipulatrice et il sait quand même se faire des amis, idéalement bien placés, genre des pétroliers, des mecs avec des grosses entreprises en Irak et compagnie quoi. Et pendant cette période, Saddam va se débarrasser de pas mal de personnes qu'il considère un peu problématiques. Et bien sûr, je le précise, mais le fait d'avoir ce petit réseau d'informateurs et d'oreilles partout, ça ne se limite pas qu'à son pays. Parce que Saddam va aussi s'en servir pour commettre quelques petites atrocités en plein New York, mais aussi à Londres. J'y reviendrai. En tout cas, Saddam, il applique bien ce principe, tuer pour ne pas être tué. Et genre, dès qu'il a un petit doute, du côté des gens qui pourraient le trahir, il prend pas de risque, il les aiguille. Et ça, c'est ce qu'on apprend notamment dans la petite série Le Parcours des tyrans qui est dispo sur Netflix, et où ça parle notamment de Saddam. Bref, en tout cas, le temps passe, et un beau jour, notre cher Saddam va voir son cousin, donc le fameux président. Et là, il lui fait quand même comprendre qu'il est quand même un peu vieux pour diriger le pays, et que, la relève a sonné. Et bien entendu, s'il refuse, il va le buter. Et donc, à partir de là, pour Saddam, faut vraiment l'imaginer, il prend les pleins pouvoirs, et à ce moment, ça va être le début des atrocités. Grosso modo, il va commencer à s'en prendre à tout le monde, aussi bien des gens dans son parti que des gens qui sont dans d'autres pays. Et tout ça va finir, comme je vous le dirai plus tard, avec l'utilisation d'armes interdites. À 42 ans, Saddam Hussein devient officiellement président de la République d'Irak. À peine installé à la présidence, il ne prendra aucun risque là. À peine 6 jours après son accession au pouvoir, il convoque tout le gratin de son parti pour une conférence géante. En fait, pour asseoir son pouvoir, il va commencer à dire à voix haute le nom de tous les membres du parti Baas qui veulent pas qu'il dirige le pays. Et là, vous vous dites, mais comment il a fait pour obtenir tous ces noms? Parce que, évidemment, on n'a pas envie que ça se sache. Bien tout simplement en menaçant l'un de ses lieutenants qu'il violerait et tuerait sa femme et sa fille devant lui s'il ne balançait pas tous ces noms. Et ce qu'il a bien entendu fini par faire. En tout cas, les hommes qui sont appelés, ils sont amenés un à l'extérieur. Certains vont être emprisonnés, mais plus d'une vingtaine vont passer rapidement devant le peloton d'exécution. Et cette conférence, pour bien faire les choses, va être diffusée dans le pays entier, ainsi qu'aux Irakiens qui vivent dans d'autres pays. Bref, le message est clair, si vous trahissez Saddam, c'est bye bye. Bref, Saddam fait régner l'ordre au sein de son parti avec plusieurs leviers. La peur, la violence, mais aussi la cupidité. En vrai, pourquoi trahir votre boss quand il vous paie grassement? Et ainsi, rapido, l'Irak va devenir une kleptocratie. Ça veut dire que il y aura une corruption à grande échelle dans tout le gouvernement. Et ça, c'est
s'est appuyé par le fait que Saddam a installé en fait un peu de sa famille de tous les côtés. Et genre, les gens qui gèrent le pétrole, l'électricité ou même des grosses ressources du pays, eh bien reçoivent d'énormes pots de vin. À partir de là, les prix sont gonflés, on installe des fausses pénuries, on met en place des taxes imaginaires. Et donc grâce à tout ça, petit à petit, on estime que Saddam pèserait près de 2 milliards de dollars. Grâce à l'argent lié au pétrole, aux impôts, aux taxes, au commerce illégal ou même à la corruption, eh bien Saddam s'en est mis plein les poches sur le plan personnel. Et en parallèle de ça, eh bien là, il peut pas s'en empêcher, il recrée son petit péché mignon en faisant une sous-unité de service secret et dans laquelle, eh bien, il va placer des gens de sa famille ou de sa tribu, en gros, qui ont tous un lien de sang, quoi. Et justement, en parlant de sang, ça aura un petit lien avec notre ultime secret. Mais bon, en tout cas, sa petite unité secrète, en vrai, elle en a de secret que le nom, parce que tout le monde sait qui ils sont. En fait, ils ont tous les mêmes voitures, les mêmes habits, les mêmes moustaches. Et en fait, le but là, c'est pas forcément d'être discret, parce que c'est un peu raté, mais un peu plus de montrer qu'il ne faut pas sortir du droit chemin, quoi. Voilà, une sorte de police de la pensée. D'ailleurs, petite anecdote, mais un jour, il aurait rassemblé tous ses ministres et il les aurait fait amener dans un palais, un peu en périphérie de Bagdad. Sur place, on a attendu des heures et des heures dans un endroit sombre, sans aucune affaire personnelle. Et on pensait sincèrement que c'était la fin pour nous. Jusqu'au moment où Saddam a débarqué, a fait un petit speech avant de tous nous inviter à manger à un grand banquet. Et avant qu'on reparte, il nous a remis à chacun une enveloppe avec de l'argent. Bref, entre la manipulation psychologique, le narcissisme, eh bien Saddam règne clairement dans la terreur. Et il le fait bien comprendre. Et ça, en vrai, ça rentre quand même pas mal en résonance à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il veut installer la peur, un climat de violence, montrer que les gens, même ses ministres, ne peuvent jamais être tranquilles. Et du côté de sa population, en vrai, c'est un peu plus dilué. En fait, parfois, il lui arrive de débarquer chez les habitants sans crier gare, d'ouvrir leur réfrigérateur, qui la plupart du temps est vide. Là, Saddam, il se dit « Oh, dis donc, c'est pas normal ça ». Il va remplir le congélo et les gens seront un peu décontenancés. D'un côté, ils disent « merci monsieur le président ». Et d'un autre côté, il a intérêt à être reconnaissant, quoi. Sinon, quick, quoi. Et en parallèle de ça, il y a quand même des choses un peu plus surprenantes qui se passent, comme par exemple les droits LGBT en Irak. Parce qu'en effet, sous le règne de Saddam, l'homosexualité est tout à fait légale dans le pays. Et ce, en fait, pour plusieurs raisons. Et certains s'accordent à dire que c'était aidé par principe, pour aller un peu à l'encontre de tout le monde. Car je rappelle quand même que à la fin des années 1970, il y a beaucoup de gouvernements qui criminalisent tout ça. Après, pour d'autres, c'est un peu plus une question d'opportunisme. Et d'ailleurs, pour en rester sur le progressisme de sa part, eh bien, assez étonnamment, faut savoir qu'au début de son règne, eh bien, Saddam est plutôt bien vu par les États-Unis, ainsi que les autres pays européens. Mais bon, s'il est bien vu à ce moment-là, c'est pour plusieurs raisons. Alors déjà, Saddam, il est anticommuniste, donc pour les États-Unis, c'est bénef, parce que si ce pays, qui est quand même pas très très loin de l'URSS, est anticommuniste, c'est toujours bon à prendre. Mais aussi, eh bien, faut savoir que l'Irak à ce moment-là, ça fait barrage à l'Iran, qui est quand même un pays qui inquiète beaucoup plus les États-Unis. À ce moment-là, l'Iran, ils font un peu flipper avec leur programme nucléaire et puis leur lien avec le terrorisme. Mais bon, au sein de son propre pays, Saddam assoit tout doucement sa puissance. Et il va se mettre à avoir du poids dans d'autres pays, partout dans le monde. Et quand je parle d'avoir du poids, là je parle d'activités complètement illégales et qui permettent à Saddam d'être craint aussi bien en Irak qu'aux États-Unis ou même au Royaume-Uni. Mais tout ça, on va le voir tout de suite. Au début des années 80, alors que Saddam est président depuis quelques années, eh bien je vous dirige du côté des États-Unis dans un quartier chic du côté de Central Park. En fait, ici se trouve la Mission of Iraq, qui est une sorte d'ambassade, quoi. Mais dans cette ambassade, on va pas traiter que la simple paperasse. Parce que c'est un bâtiment de 5 étages et dedans, on y retrouve une salle de torture qui a été demandée par Saddam Hussein lui-même. Et dans ce bâtiment, eh bien on y retrouve des hommes de main de Saddam qu'on appelle les Mukhabarat. En fait, ce sont des types qui sont sous les ordres directs de Saddam et qui enlèvent des Irakiens qui vivent aux États-Unis durant des périodes qui peuvent parfois aller jusqu'à 2 semaines. Après, quand je dis enlever, c'est un peu plus sournois que ça. En fait, les Mukhabarat attendent sagement que leur cible se rende à l'ambassade pour régler une petite affaire avec un proche resté en Irak. Et une fois que là, la cible rentre dans le bâtiment, le piège se referme. Puis, dans le but de faire pression, eh bien, ils appellent ensuite la famille de la personne enlevée pour faire du chantage. C'était une pièce sombre. Les portes étaient renforcées de manière à ce que personne puisse entrer ou sortir. Il n'était pas nécessaire de l'insonoriser plus que ça car aucun son ne pouvait en sortir. Certaines des tactiques employées par les hommes de main de Saddam impliquaient l'utilisation de fils de cuivre, de tuyaux en caoutchouc et de planches de bois. Ils arrachaient les ongles des prisonniers et les battaient jusqu'à ce qu'ils soient réduits en bouillie. Et dans la plupart des cas, eh bien, ces personnes étaient finalement tuées avant d'être renvoyées à Bagdad dans une boîte. Et en vrai, c'était assez sournois parce que ces boîtes, ça ressemblait
ressemblaient à des colis assez normaux qui étaient estampillés contenu diplomatique. Donc personne n'avait le droit de l'ouvrir. Et là vous dites, mais pourquoi Saddam s'amusait à torturer ces gens et parfois à les foutre dans des boîtes? Alors déjà pour les dissuader de s'opposer à son régime, mais aussi parfois pour leur voler des informations, comme par exemple des noms d'opposants qui pourraient se balader aux États-Unis par exemple. Et quand il y a vraiment un doute que ces Irakiens aux États-Unis ont envie de faire un complot contre Saddam, eh bien là il les fout dans les boîtes. Et d'ailleurs, en parlant d'atrocités, il y a un truc dont on est sûr aujourd'hui, eh bien c'est le meurtre d'un ancien ministre de l'Irak, un certain Abd al-Razak al-Naïf. En fait, lui, il avait fui en Grande-Bretagne pour échapper au régime. Et là, depuis le Royaume-Uni, il s'est mis à critiquer ouvertement Saddam. Sauf qu'il l'a pas fait discrètement. Il criait haut et fort que Saddam était un criminel contre toute l'humanité, quoi. Et là, Saddam, même en Irak, il entend tout ça et il se dit qu'il faut en faire un exemple. Là, le dictateur envoie alors directement des hommes à lui pour le tuer. Sauf que ça ne marche pas. En fait, seule la femme de cet ancien ministre sera blessée et les tueurs à gages de Saddam seront arrêtés. Et du coup, ça lui fout un peu les boules, évidemment. Et il faudra attendre 6 ans plus tard pour que cette fois, Saddam puisse enfin envoyer des membres de sa fameuse police secrète. Et là, cette fois-ci, l'ancien ministre va se prendre plusieurs balles et y laisser la vie. Bref, on retourne rapidement aux États-Unis, mais cette fois-ci pour une autre raison. En fait, ça peut vous paraître bizarre, mais Saddam, eh bien, il se sent assez proche de la façon de penser des Ricains et il se sent assez occidental dans l'âme. Et pour vous dire, il sera même en contact avec un certain Jacob Yasso, un homme d'église américain, quoi. À l'époque, en 1979, Saddam est, on peut le dire, américain à 100%. Il a fait en sorte que le gouvernement paie mon voyage et que je sois logé dans le meilleur hôtel de Bagdad. Après avoir appris que notre paroisse dans le Michigan était dans le rouge, Saddam Hussein a rapidement fait un premier chèque d'250 000 $, dans le but d'aider l'église qui accueille aujourd'hui la plus grande population d'Irakiens catholiques en dehors du Moyen-Orient. Et dans la foulée, un proche de ce fameux Jacob Yasso, eh bien, convainc le maire de Détroit de l'époque de lui donner les clés de la ville. Pour information, en fait, donner les clés de la ville à quelqu'un, c'est une sorte d'honneur. Et un honneur qu'on fait à une personne qui a œuvré pour le bien de la ville en question. Genre, qui a donné beaucoup de thunes, qui l'a beaucoup aidé à son développement, tout ça. Et donc, ça va faire de lui un membre honorifique de la ville de Détroit. Et là, vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi il met de la thune dans une église aux États-Unis? Il est quand même le président de l'Irak. Qu'est-ce qu'il fait dans son pays de bien? Bien justement, Saddam Hussein a plusieurs priorités. Déjà, dans un premier temps, il veut moderniser toute l'économie de son pays et, bien sûr, exploiter au maximum toute l'industrie pétrolière en Irak. Et son plan fonctionne et ça va lui permettre de rentrer énormément de thunes dans les caisses du pays. Avec toute cette thune, Saddam va dans un premier temps améliorer l'éducation de son pays. Et ça commence avec une grande campagne d'éradication de l'analphabétisme. Et du coup, je vous le donne en mille, mais l'UNESCO lui décerne un prix suite à l'énorme montée du taux d'alphabétisation en Irak. Et si ces anecdotes vous paraissent curieuses, c'est que la partie visible de l'iceberg. Mais croyez-moi, en parallèle de ça, Saddam s'apprête à emprunter un chemin sans retour, qui va coûter la vie à énormément de personnes. Passons à présent à l'une des dates les plus symboliques de la vie de Saddam Hussein, le 22 septembre 1980. En fait, c'est ce jour-là où la guerre entre l'Irak et l'Iran va débuter. Elle va durer pratiquement 8 ans. En fait, cette guerre commence suite à un changement de régime en Iran, qui passe d'une monarchie à une république, avec un président. Ce qui inquiète Saddam, qui a peur en fait que ce climat de révolution se propage directement à son pays, l'Irak. En gros, notre cher dictateur pense que ça pourrait donner des idées révolutionnaires aux Irakiens, qui auraient un peu envie de se soulever contre lui. Et puis en parallèle, Saddam a envie que l'Irak soit la grande puissance du Golfe Persique. Et pour ça, il faut pas que l'Iran prenne, façon de parler, trop de place. Parce que je rappelle quand même, la gueule de l'Iran, c'est quand même un pays gigantesque. Et donc là, il va être question, lorsqu'il va y avoir cette guerre, de religion, de ressources, mais aussi de pouvoir. Autant dire que ça va vraiment être un cocktail explosif. Et ainsi, le fameux 22 septembre 1980, Saddam décide d'envahir l'Iran. Sauf que ça va pas se passer comme il l'avait prévu. Car l'Iran, ne se laisse pas faire. Tu m'étonnes. Et visiblement, ils ont un peu plus de ressources que prévu, et ce qui fait que les morts vont commencer à s'enchaîner. Et en plus de ça, c'est pas simplement du 1v1 entre eux, parce que d'autres pays vont commencer à s'en mêler. Indirectement, l'Irak bénéficie du soutien des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Ils sont un peu anti-URSS, anti-communistes, donc les États-Unis ils sont contents. Et du côté des Iraniens, là c'est la Syrie et l'URSS qui l'aident au niveau de l'armement. Bref, sans le savoir à ce moment-là, Saddam vient de déclencher la plus longue guerre du Moyen-Orient du XXe siècle. Et le nombre de morts va continuer à monter en flèche, aussi bien du côté des soldats que des civils.
Alors que lui, dans sa tête, il pensait que ça allait être vite fait torché et que ça allait être un conflit éclair. En vrai, non. Ça va commencer à s'enliser. Et le compteur de victimes ne va jamais arrêter de grimper. Et plus le temps passe, et plus Saddam va faire appel à des façons de plus en plus vicieuses et inhumaines de faire des morts, quoi. Dans un premier temps, Saddam va essayer d'attaquer le nord de l'Iran. Ça va pas marcher. Et donc, il va se mettre à attaquer le sud de l'Iran. Et là non plus, ça ne marche pas. Et bref, si déjà à ce moment-là, il y a des milliers de morts qui sont à déplorer, eh bien Saddam va passer la vitesse supérieure de façon abominable, en violant notamment les accords des Nations Unies. Et bien voilà, 2 ans après le début de cette guerre qui s'enlise, Saddam Hussein visite la ville de Doudjaï, qui est une ville au nord de l'Irak. Sauf que rapidement, eh bien son convoi est attaqué par des miliciens qui ont très envie de voir Saddam chuter. Là, il va y avoir des coups de feu, des échanges de tirs pendant des heures entières. Là, Saddam, il s'en sort de justesse et je peux vous dire, il est vraiment pas content. Et sa vengeance va alors être terrible. Là, il veut vraiment donner un exemple suite à cette tentative d'assassinat manquée et il va pas faire dans les détails. Très rapidement, des centaines d'hommes et de femmes ainsi que d'enfants vont être arrêtés, entre 400 et 1500 selon les sources, et toutes ces personnes vont être parquées et torturées. Et certaines personnes seront gardées dans des camps de concentration pendant des années entières, un peu comme durant une autre sombre période de l'histoire. Et là, si vous vous dites pourquoi je parle de ça, eh bien c'est parce que on est loin de la guerre traditionnelle. Là, on parle pas de personnes qui meurent sur le front. En fait, Saddam s'en prend directement à des civils de façon chirurgicale. Et rapidement, dans l'eau, il y a à peu près 150 personnes qui vont être exécutées. Car Saddam estime qu'elles ont eu un rôle plus ou moins direct dans l'attaque contre sa personne. Et comble de l'horreur, il y aura de nombreux mineurs parmi les personnes mises à mort. Et puis ajoutez à ça un nombre incalculable de maisons ou de champs détruits, de personnes forcées à l'exil. Et là, vous obtenez l'une des premières grosses horreurs perpétrées par Saddam. Sauf que ce massacre, eh bien en fait ça va avoir de terribles conséquences pour lui. Mais ça, ce sera des années plus tard. Car en fait, sa future mise à mort sera liée à ce qu'il a fait à Doudjaï, là où s'est passé son assassinat manqué. Bref, en parallèle de ça, eh bien la longue guerre entre l'Iran et l'Irak continue. Et Saddam Hussein essayant tant bien de l'emporter, mais les choses continuent à être super laborieuses. Jusqu'à ce qu'on arrive en 1988. Et là, il fait pas les choses à moitié avec cette nouvelle offensive. Il enrôle plus de 200 000 soldats irakiens qui sont affectés sur le front, en Iran donc, avec une nouvelle opération. Avec au programme des offensives terrestres, des bombardements, des zones d'habitation rasées, mais en plus de ça, des déportations ou des camps de concentration. Bref, pendant plusieurs mois, le régime irakien va mener énormément d'opérations et des centaines, des milliers de personnes supplémentaires vont mourir. Et le point d'orgue, façon cynique de parler, ça va se passer quelques mois avant la fin de la guerre, au nord-est de l'Irak. Parce que c'est là que va entrer en scène le cousin de Saddam, Ali le Chimique. Parce que là va avoir lieu un bombardement d'armes chimiques. En fait, à ce moment-là, la ville d'Al-Habja, qui se trouve pile entre l'Irak et l'Iran, eh bien, elle va être complètement arrosée de gaz moutarde. Là, le bilan, c'est 5000 morts. Alors là, avec cette guerre, pour vous préciser, il y a eu énormément de morts, comme depuis le début, sauf que pour la première fois, eh bien là, Saddam utilise des armes interdites, qui sont des armes chimiques, qui ont été complètement interdites par le droit international. Parce que ça a été considéré, en fait, par tous les pays comme des armes inhumaines. Et en fait, le gaz moutarde, comme son nom l'indique, eh bien, il a une odeur de moutarde. Mais le problème, c'est que le gaz moutarde, quand on le balance sur des habitations ou des civils, ça provoque des brûlures chimiques, aussi bien aux yeux qu'à la peau ou même aux muqueuses. Si vous portez des vêtements, des masques ou même des bottes, ça passe à travers. Et ce gaz-là a été beaucoup utilisé durant la Première Guerre mondiale, ainsi que pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran dont je parle. Le petit problème, c'est que Saddam, en faisant ça, il vient de franchir la ligne rouge. Lui, à ce moment-là, il pense que c'est ok, c'est pas pire qu'autre chose, sauf qu'il vient de commettre un crime contre l'humanité et il devra le payer très cher, bien plus tard. Mais bon, en tout cas, il va pas se contenter de ce massacre là, il va aussi rajouter le paramètre écologique à son prochain palmarès. Bon, déjà, au bout de 8 ans, la guerre Irak-Iran prend fin, suite là à un cessez-le-feu négocié par l'ONU, et Saddam est vraiment remonté. Pour lui, ça va pas être la fin des horreurs. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que lors de cette guerre, plusieurs centaines de milliers de personnes, parfois certains disent 1 million, ont perdu la vie, des soldats comme des civils. Mais petite parenthèse environnementale. Là, si je vous emmène au delta commun du Tigre et de l'Euphrate, les deux fleuves majeurs du pays, on se retrouve dans la région des marais juste au sud. Et ça, c'est aussi connu sous le nom des marais de Mésopotamie. Et c'est un vrai refuge pour pas mal d'espèces d'animaux depuis des milliers d'années. Sauf qu'au début des années 90, eh bien, certains peuples des marais en ont plein le cul et ils se rebellent contre le régime de Saddam. Qu'est-ce qui se passe quand on se rebelle contre lui? Eh bien, il les rase. Et donc, il va pas faire dans la dentelle. Saddam va littéralement tout détruire dans toute cette région. Il va défoncer les
des habitations, tuer des milliers de personnes et surtout, il va ruiner tous les marais. Et ce qui fait qu'après des millénaires à vivre ici, eh bien la population qui reste, ceux qui sont pas morts en tout cas, va être obligée de s'exiler. Et le truc c'est qu'en massacrant les gens qui vivaient ici, il a complètement flingué l'écosystème et donc niveau environnemental c'est une catastrophe. Pour vous dire en fait plusieurs années plus tard, des images satellites ont montré qu'il ne restait plus que à peine 10% de tout le marais. Alors vous dites ouais mais c'est un marais, c'est tout petit. Non, c'était un marais qui faisait à peu près 20 000 km². Et 20 000 km² pour vous dire c'est à peu près 2 fois la taille de la Gironde. C'est quand même une bonne surface. Et en parallèle, vous voyez Saddam, il ne massacre pas que des milliers de personnes, non. Il peut aussi tuer de manière plus chirurgicale, notamment quand c'est très proche de lui. Alors ça c'est resté secret assez longtemps, mais en 1991, les deux filles de Saddam sont mariées. Et il se trouve qu'elles sont mariées à deux hommes qui sont eux-mêmes frères. Et il se trouve que l'un de ces deux frères, qui s'appelle Hussein Kamel, eh bien il a la chance d'être au sommet du projet nucléaire de l'Irak. Donc forcément, Saddam l'aime beaucoup, sinon il ne le mettrait pas à ce poste-là, c'est logique. En fait, il voit en lui quelqu'un de très doué et surtout, il pense à lui pour en faire peut-être son successeur potentiel. Par contre, ça ne plaît pas beaucoup à un certain Uday, qui se trouve être le fils aîné de Saddam, qui soit dit en passant est quelqu'un de très cruel et violent. Et Uday, vous voyez, il est quand même vachement jaloux de Kamel, le mec qui gère le projet nucléaire. Et il se trouve que ce pauvre Kamel sent que tôt ou tard, ça va lui tomber dessus. Et donc Uday, le fils de Saddam Hussein, va passer à l'acte pour essayer de le zigouiller. Sauf que comme Kamel tient quand même à la vie, eh bien là il se dit faut que je me casse. Et à partir de là, les deux filles de Saddam et leurs maris respectifs, les deux frères donc, décident de quitter l'Irak pour aller en Jordanie, demander l'asile. Sauf que ça va pas du tout plaire à notre cher Saddam. Donc il les contacte, il réussit à les retrouver et il leur dit revenez tranquillement, on va parler. Ils sont un peu craintifs mais ils rentrent au pays. Et là évidemment c'est un mensonge. À ce moment-là, les deux gendres sont forcés de divorcer des filles de Saddam et ensuite Saddam les tue pour bien faire les choses quoi. Là, leurs corps seront attachés à des voitures qui paraderont dans Bagdad pour faire passer un message, personne n'est à l'abri. Bref, clairement, Saddam, il a pris leur départ et leur demande d'asile comme une sorte de trahison. Il l'a vraiment pris personnellement, et il leur a fait payer le prix fort. Mais bon, Saddam, de son côté, va continuer de perpétuer différents massacres. Et le truc, c'est que, à mesure que le temps passe, ça attire l'œil des puissances mondiales. Les États-Unis, l'ONU et compagnie. Et il commence à trouver ce petit président dictateur de plus en plus dangereux, notamment en faisant son fameux programme nucléaire. Et petit à petit, ça va sentir la fin pour Saddam. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on va parler littérature. Commençons par retourner aux États-Unis et plus précisément du côté de la Justice League, donc qui est un comic qui a été édité par DC. En fait, dans un tome sorti en 99, Superman, Batman et toute la clique se demandent quoi faire à propos de Kirai. Kirai, en fait, c'est un pays dissident du Moyen-Orient qui est dirigé par un dictateur du nom de Gosnar Metan. C'est un parallèle à peine dissimulé avec l'Irak et Saddam. Surtout que ce pays imaginaire, il est aussi problématique dans la réalité. Bref, dans la Justice League, il y a un nouveau qui fait son apparition, il s'appelle Antaous, et lui il est super motivé et un peu idéaliste. Livrer les méchants à la justice, tout ça le fait chier, et donc il va directement dans ce pays imaginaire et il tue le dictateur. Et là vous vous dites, super, c'est une BD, sauf que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Eh bien détrompez-vous, en fait sans le savoir, les auteurs, ils ont un peu prédit le futur. Sauf que ce sera pas un super-héros qui va venir fumer Saddam, mais directement les États-Unis. Je vous en reparlerai plus tard. Mais pour compléter cette petite parenthèse littéraire, sachez que la même année, en 2000, un bouquin intitulé Zabiba et le roi est publié sous le nom de Saddam Hussein. Ça parle pas de militaire ou de puissance. En fait, c'est en réalité une histoire d'amour entre un souverain de l'Irak médiéval et une roturière nommée Zabiba, qui se trouve être mariée à un homme cruel et violent. Et l'histoire en question se déroule à Tikrit, près de la ville natale de Saddam Hussein. Et ce petit bouquin, c'est pas confidentiel du tout, c'est un best-seller qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Sauf que, selon des enquêteurs et notamment la CIA, il semblerait que le bouquin n'ait pas été écrit par Saddam lui-même, mais plutôt par des ghostwriters, donc c'est-à-dire des rédacteurs de l'ombre. Et après, ça aurait été publié avec son propre nom. Sauf que voyez-vous, en fait, plus le temps passe, plus sa domination s'atténue. Surtout qu'il commence de plus en plus à faire des bêtises avec de très grandes puissances internationales. Au début des années 2000, l'ONU et les États-Unis commencent à mettre leur nez dans les affaires de l'Irak. Car Saddam, il se trouve qu'il possède des gros missiles qui sont un peu trop puissants et qui vont un peu trop loin. Et là, les États-Unis, ils aiment pas trop ça. En fait, en gros, on a le droit de faire des missiles, mais il faut pas qu'ils aient une trop grosse portée. Notamment, peut-être toucher des alliés des États-Unis ou les États-Unis eux-mêmes. Là, bref, notre Saddam, pour essayer de montrer qu'il est quand même sympa, il propose un débat à George W. Bush, qui est alors au pouvoir à ce moment-là, via une interview qu'il a donnée à la chaîne CBS. Je suis prêt à mener un dialogue direct, un débat avec votre président. Je dirai ce que je veux et il dira ce qu'il veut. C'est une proposition sérieuse, faite par respect pour le peuple des États-Unis, pour le peuple irakien et pour les peuples du monde entier. J'appelle à cela parce que la guerre n'est pas une plaisanterie. Sauf que la Maison-Blanche
revanche, n'a pas du tout pris au sérieux la proposition de débat de Saddam. Et Saddam ne désarme pas son pays, contrairement à tout ce qu'on lui demande. Et au mois de mars 2023, ça y est, les États-Unis décident pour de vrai de se mettre dans les affaires de Saddam Hussein. Et ils envahissent le pays. Et le truc, c'est que normalement, quand un pays en envahit un autre, quand il fait partie des Nations Unies, eh bien, il doit demander l'accord. Sauf que là, les États-Unis, ils le font pas et ils envahissent directement l'Irak. Parce qu'il se trouve que pendant ce temps-là, en fait, les Nations Unies avaient entamé un processus de coopération avec l'Irak, dans le but de désarmer le pays. Mais les États-Unis ont estimé que cette coopération n'était pas suffisante, quoi. Ça allait pas assez loin. Et donc, ils se sont dit, ok, on envahit le pays comme des grands. En évoquant, par exemple, comme raison, des liens entre Al-Qaïda, qui serait donc responsable du 11 septembre, et le régime de Saddam Hussein. Ou alors le fait que, de toute façon, l'Irak, c'est pas vraiment une démocratie. En vrai, ça fait combien d'années que Saddam Hussein est au pouvoir? Et là, vous dites, ok, les Américains, ils vont envahir le pays, mais ils savent pas trop faire, ça va être super long, super compliqué. Pas du tout. Ils sont en surnombre technologique et humain, et en vrai, en quelques semaines, c'est plié. Ils prennent le contrôle du pays, et ils vont forcer Saddam à s'exiler. Après, quand même, près de 23 ans de présidence. Là, le président déchu va arriver quand même à lancer un message radio aux Irakiens quelques mois plus tard, en leur ordonnant de résister à l'occupation des soldats américains. Et finalement, environ 10 mois après leur arrivée en Irak, les soldats américains de la 4e division d'infanterie retrouvent Saddam Hussein. Et là, vous dites, mais il était caché où pendant tout ce temps? Eh bien, il était caché à Tikrit, à quelques kilomètres de son village natal. En fait, depuis plusieurs semaines, ce pauvre Saddam se cachait dans une petite pièce souterraine de 2,50 m², qui était reliée à une ferme. Bref, il a été retrouvé en compagnie de 750 000 $, d'un revolver, de hot dog, de limonade et de café. Et quand les soldats l'ont retrouvé, il n'a montré aucun signe d'hostilité. Suite à ça, il va être emprisonné et sous étroite surveillance des Américains. Et d'ailleurs, l'un des soldats qui était chargé de sa surveillance rapprochée nous a livré un très long témoignage. Pendant 9 mois, j'ai été chargé de surveiller Saddam. Et le contraste entre celui que je connaissais de nom et celui que j'ai rencontré était glaçant. C'était un homme très poli, très calme. Une partie de moi voulait le frapper au visage, une autre partie voulait savoir ce qui se passait dans sa tête. J'avais des ordres précis, comme le traiter avec respect, mais être ferme si nécessaire. Ne pas engager la conversation, mais être courtois si lui me parlait. Il aimait beaucoup parler des femmes, et m'a dit qu'il n'avait été amoureux que 2 fois. Il détestait les céréales Fruit Loops, mais adorait les Cheetos et les Doritos. Saddam détestait les bouches, mais avait beaucoup d'admiration et de respect pour Reagan. Un jour, il m'a même sauvé la vie alors que je m'apprêtais à me faire électrocuter. J'allais marcher sur une flaque d'eau dans laquelle se trouvait un câble électrique et il m'a tiré par le col pour me sauver. Et honnêtement, il aurait pu laisser faire. Après 9 mois, je suis parti d'un coup et les troupes qui m'ont remplacé m'ont dit que Saddam était vraiment blessé, que je ne lui ai jamais dit au revoir. Et en plus de ça, le soldat nous parle aussi de la routine militaire imposée à Saddam. Il est réveillé à 7h du matin et à ce moment-là, généralement, il demande à utiliser les toilettes. À 7h30, il prend son petit-déj. À 8h30, les médecins viennent vérifier sa tension artérielle et il lui filent des médocs. Je rappelle, à ce moment-là, il a quand même 66 ans, donc il est plus tout jeune. Bref, ensuite, il a droit à une petite récréation où il arrose ses plantes, il lave ses vêtements, il prend son café, fume son cigare, il nourrit des oiseaux tout en parlant à ses geôliers. À 11h30, c'est le déjeuner, à 16h30, le dîner, et à 20h30, autre petit check-up médical, et enfin, 22h30, c'est dodo. Ce petit train-train quotidien va durer des mois et des mois, le temps que les enquêtes et les différents procès avancent. Car bien évidemment, vous imaginez bien, ça va pas durer comme ça longtemps. Il va devoir répondre à de très nombreux chefs d'accusation et surtout de nombreux crimes contre l'humanité. Parce que bon, je n'ai pas tout dit, vous imaginez bien, mais Saddam avait quand même eu le temps de massacrer des tribus, d'envahir également un autre pays, le Koweït, mais aussi de tuer avec préméditation des dignitaires religieux. Sauf que quand va avoir lieu les procès contre lui, eh bien ça va être super controversé, parce que Saddam sera entouré de toute une chier d'avocats internationaux. Et au final, il sera reconnu que du massacre de Doudjaï. Mais la sentence restera dans tous les cas la plus lourde, la peine de mort. Et ce qui fait que les autorités irakiennes décident finalement de l'exécuter le 30 décembre 2006. Et ouais, c'est bel et bien le gouvernement irakien qui a pris cette décision, même si beaucoup pensent que ça venait des USA. Alors bien sûr, les États-Unis ont soutenu la décision de l'exécuter, mais ils n'avaient aucun poids politique et par extension, ils n'étaient pas censés avoir de raison en fait de décider de la vie ou de la mort de Saddam Hussein. Finalement, ce dernier est pendu et il sera inhumé dans un monument aux morts construit à Al-Aouja, son village natal. Mais ce n'est pas encore terminé pour clore en beauté toute cette histoire, remontant une dernière fois dans le passé et laissez-moi vous parler du secret le mieux gardé de Saddam avec le Coran de sang.
Et il se trouve que c'est un livre saint de l'islam écrit directement avec le sang de Saddam. Parce que pour fêter ses 60 ans, le dictateur avait passé cette curieuse commande à un certain Abbas Sakir Joud, un calligraphe donc. La raison, eh bien c'est Saddam Hussein qui le dit lui-même. Ma vie a été pleine de dangers, au cours desquels j'aurais dû perdre beaucoup de sang. Mais comme je n'ai saigné que très peu, j'ai demandé à quelqu'un d'écrire les mots de Dieu avec mon sang, en guise de gratitude. Saddam va se faire prélever environ 25 litres de son sang, pour que le calligraphe puisse écrire les 6000 versets et les 336 000 mots du Coran. Suite à ça, le dictateur aurait reçu ce fameux exemplaire lors d'une cérémonie en septembre 2020. Alors bien sûr, ça a prêté à la controverse, surtout la provenance et la quantité de sang. Certains pensent qu'il y avait beaucoup trop de sang et qu'il n'aurait pas pu donner tout ça, et que la majorité doit sans doute provenir de ses victimes. Après, d'autres pensent que le sang aurait été mélangé avec des produits chimiques, et pour certains spécialistes du sang, bien il est quasi impossible pour un homme de donner autant de sang en si peu de temps. Ça aurait rendu Saddam anémique, et puis voilà. Vrai ou pas, dans tous les cas, ce livre, écrit avec du sang, existe bel et bien. Et le journaliste Paul McGoough l'a vu de très près, et il aurait dit « Les lettres de sang mesurent environ 2 cm de haut, et les larges bordures décoratives sont éblouissantes. Des bleus, clairs et foncés, des taches de rouge et de rose, et des reflets tourbillonnants en noir. » Et bien voilà pour cette vidéo sur Saddam Hussein, j'espère que ça vous aura intéressé, c'est probablement l'une des plus longues qu'on ait jamais fait. Donnez-nous vos retours, ça nous fera plaisir. Bref, c'est un personnage dont j'ai vraiment aimé vous raconter l'histoire, et clairement je pense qu'il a cristallisé ce que l'humanité savait faire de pire. Je rappelle que vous pouvez voir ma vidéo où je parle de pourquoi je m'appelle Poisson Fécond et de la campagne de financement qui est actuellement en cours qui s'appelle Noisuli et qui pourrait grandement vous intéresser. On se dit à la prochaine du coup la Poiscaille.